Je vais essayer de faire quelque chose qui est un petit peu général, ce sera peut-être un peu acrobatique, mais après tout, c'est un colloque sur les addictions. On m'a demandé de venir parler, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il me semble que ce qu'on dit en général sur les addictions a quelque chose à voir avec la philosophie, d'une part, et puis que d'autre part, à partir de ça, la question de l'homme augmenté et du transhumanisme, dont Jean-Noël a défini les enjeux, est une question importante. Alors d'abord, l'addiction. Bon, en philosophie, de façon générale, à réfléchir à ce problème de l'addiction et aux définitions qui étaient données très souvent de ce terme dans les encyclopédies, on pense tout de suite à une attitude qui est une attitude dans laquelle l'individu est enchaîné à quelque chose, dépend de quelque chose, une dépendance, fait quelque chose, une activité où il prend des substances, et que, bon, ça a quelque chose de négatif, bien entendu, c'est-à-dire que ça l'empêche de faire autre chose ou que ça nuit à d'autres éléments importants, comme par exemple la santé, et que donc, quelque part, souvent l'individu lui-même, peut-être pas toujours, mais souvent l'individu lui-même comprend qu'il est pris par une activité répétitive qui l'empêche de faire des tas d'autres choses et qui peut mettre en danger sa santé, mais il n'arrive pas à s'en dégager. Et au fond, je me suis dit que c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans la philosophie parce qu'il y a quand même une question de libération là-dedans. Il y a quand même l'idée que, quelque part, et alors évidemment, vous avez beaucoup parlé de ce changement de paradigme, il ne s'agit pas de moraliser, mais il s'agit de rendre à l'individu la possibilité de sa liberté. C'est ça que ça signifie quand même, c'est-à-dire de lui permettre de se détacher de ce qui prend toute la place et à un certain moment de pouvoir faire autre chose, de pouvoir s'accomplir. Or, il me semble que dans cette perspective générale, de définition assez générale, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute l'histoire de la philosophie. On le trouve même chez le fondateur, enfin le grand fondateur, Platon, et il ne faut pas chercher loin, on le trouve même dans un texte qui est sans doute le texte le plus connu, c'est-à-dire un livre de la République de Platon, son livre sur la philosophie politique, dans lequel il parle du mythe de la caverne, le fameux mythe de la caverne. Et au fond, si on réfléchit à ce mythe de la caverne, il nous donne beaucoup à penser. Parce que, je l'ai relu pour l'occasion, parce qu'il y a des détails que j'avais oubliés. Et au fond, bon, vous savez, l'histoire, ce sont des gens qui sont enchaînés dans une caverne. Et donc, ils regardent le fond, la paroi de la caverne. Ils ne peuvent pas se retourner, ils ne savent pas ce qui se passe derrière dans la réalité véritable. Et il y a un éclairage venant de l'extérieur, qui peut être le soleil, et il y a des tas de choses qui se passent entre les deux, c'est-à-dire il y a des gens qui arrivent, qui bougent, qui interagissent, et ça crée des ombres qui vont se projeter sur le fond de la caverne, et ces prisonniers qui n'ont jamais rien vu d'autre croient que ces images, c'est la réalité. Ils les confondent avec la réalité. Alors arrive le philosophe qui veut les libérer, et qui leur dit, écoutez, on vous a fait quelque chose d'absolument terrible, on vous a fait voir une réalité qui est une réalité infiniment plus terne, puisque ce sont des ombres, vous n'avez pas le volume, vous n'avez pas les différentes couleurs, vous n'avez pas vous-même agissant dans le cadre de la réalité, puisque vous êtes un simple spectateur, et donc c'est terrible ce qu'on vous a fait, on a appauvri votre rapport au monde, et moi le philosophe, je vais vous libérer, j'enlève les chaînes, je vous amène dehors. Et Platon dit que quand le philosophe l'amène dehors, les anciens prisonniers sont éblouis. Ils trouvent que toutes ces couleurs, tous ces mouvements, cette profondeur, et puis en même temps, eux au milieu de ce monde-là, dans lequel ils doivent choisir, donc prendre des responsabilités, risquer de se tromper, etc., tout ça est au fond très inquiétant. Et il menace le philosophe, il demande au philosophe qu'il les réenchaîne dans la caverne, sous peine, éventuellement, dit Platon, il risque de le tuer. Donc vous imaginez cette petite aventure-là, c'est extraordinaire parce que, comme vous le savez sans doute, il n'y avait pas de télévision à l'époque de Platon, et ça ressemble très fort à l'enchaînement ou à la drogue des images. En fait, ils veulent revenir à un univers moins éblouissant, simplifié, unidimensionnel,
dans lequel ils ne doivent pas agir, mais ils sont spectateurs de quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, il peut se passer des choses même très, très, très dramatiques. C'est pas eux qui en souffrent et ils n'en mourront pas. Et quelque part, ils refusent la réalité véritable avec toutes ses qualités, avec les éléments passionnants, mais aussi les éléments difficiles, la responsabilité à prendre, etc. Et ils retournent à leur addiction à la télévision, avec toutes les guillemets du monde, de la caverne. Et c'est le grand mythe fondateur de la philosophie, parce que c'est après ça qu'évidemment, on s'aperçoit d'abord que la philosophie, c'est plus difficile qu'on croyait. C'est-à-dire que les gens ne désirent pas nécessairement la liberté, que la liberté a un prix, qu'il y a de la responsabilité, qu'on ne sait pas où on va, qu'on peut se tromper, qu'on ne peut s'en prendre qu'à soi, et qu'au fond, la position du spectateur est une position beaucoup plus confortable. Et Platon fait d'ailleurs l'analogie avec ce qui se passe et la dégradation de la démocratie grecque, parce que c'est très politique ça, puisqu'il dit en même temps que les gens dans l'Assemblée, ils préfèrent écouter les sophistes. Vous savez, les sophistes, ce sont ces orateurs, ces démagogues qui flattent le peuple, qui leur racontent de belles histoires, qui les bercent de belles histoires, qui sont au spectacle et qui, par leur charisme, par leur abattage, sont capables de faire avaler au public n'importe quoi. Et donc, au lieu d'être des spectateurs dans l'Assemblée, ils devraient être acteurs, réfléchir, s'engager. Et au fond, Platon fait le lien entre cette image de la caverne et puis la dégradation de la démocratie à son époque. C'est assez formidable parce que la dégradation de la démocratie, nous connaissons, la télévision, nous connaissons aussi, et l'empire des images, nous le connaissons aussi. Donc, il y a là comme une ambition philosophique, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. D'abord parce que c'est important que ce soit une ambition philosophique, mais surtout parce que la question de l'homme augmenté, que je vais mentionner plus tard, elle justement, et qui est le sujet de cet après-midi, elle va poser énormément de problèmes vis-à-vis de ça. Il y a aussi un autre exemple historique, je prends des exemples mais vraiment très 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 célèbres, hein. Je ne vais pas chercher dans des œuvres obscures, parce que ce sont les œuvres célèbres d'abord qui sont souvent les meilleures, mais qui en même temps ont eu une influence puisqu'elles sont connues. Pascal, bien sûr. Quand Pascal, dans les pensées qui sont des fragments, parle du divertissement, Pascal dit « Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Et donc, il réfléchit après ça. Donc, il dit que les hommes veulent s'oublier, qu'ils ne peuvent pas penser à leurs conditions parce que leur condition est une condition qui suscite chez eux de l'angoisse. Encore une fois, vous allez voir que les fantasmes de l'homme augmenté, c'est justement qu'il n'y ait plus ce type d'angoisse, et en particulier l'angoisse de la mort. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que Pascal invente la chambre comme étant l'espace où vous n'êtes évidemment pas connecté à des images et vous avez la possibilité de réfléchir et de revenir sur vous-même. Le problème aujourd'hui, c'est que ça n'existe plus, ces chambres-là, puisque nous sommes ultra connectés et que, au fond, les images de la caverne de Platon ont pénétré jusque dans les chambres, qui sont théoriquement un espace de méditation, qui serait une sorte de sas pour devenir philosophe et pour se libérer et pour prendre une distance. Et donc, cette réflexion, sur laquelle je passe très vite, de Pascal sur le divertissement, est une réflexion très profonde, qui est très pertinente, comme celle de Platon, pour nos sociétés contemporaines. Je ne suis pas en train de faire l'article pour la philosophie en disant la philosophie c'est ancien, mais c'est toujours très utile aujourd'hui. Simplement, je l'ai trouvé en le préparant, et soyez tranquille, il y a aussi beaucoup de choses dans l'histoire de la philosophie qui datent beaucoup et qu'on enseigne parfois aux enfants de façon tout à fait inutile. Nietzsche fait le même constat philosophique dans une autre perspective. Vous savez qu'il s'incarne dans un héros qu'il appelle Zarathustra, dans le fameux livre Ainsi parlait Zarathustra. Ce Zarathustra réfléchit pendant longtemps dans une caverne sans images. Et puis, il découvre la grande vérité, c'est que Dieu est mort. Et Dieu est mort, ça veut dire vous n'aurez plus quelqu'un à l'extérieur qui va vous dicter vos orientations, ce qui vous limitait, mais en même temps était très rassurant, parce que le monde était déjà en quelque sorte prémâché. Et donc, je vais vous annoncer maintenant l'arrivée du surhumain. Le surhumain, ça n'a rien à voir avec une race supérieure, etc. C'est la possibilité pour l'individu, enfin, de se dépasser, d'exercer sa liberté. Et alors, il vient sur la place publique, donc il est démocrate au début, il parle à tout le monde, hein, c'est pas élitiste. Et quand il est sur la place publique, il parle au peuple en des mots magnifiques, des mots positifs,
en disant qu'ils ont enfin la possibilité de se dépasser, qu'ils vont pouvoir être créateurs, qu'ils vont découvrir des horizons extraordinaires, etc., etc. Il n'arrive pas à se faire écouter des gens. Alors il se dit, puisque la rhétorique positive ne marche pas, la rhétorique positive, c'est vous voulez que les gens aillent dans un certain sens et vous accumulez le plus d'arguments qui sont des arguments positifs pour qu'ils aillent dans ce sens-là. La rhétorique négative, c'est le contraire. Vous dites, si vous prenez une autre voie, voyez ce qui va vous arriver. Là, c'est comme avec l'histoire des rats. Hein. Vous mettez un fromage dans une direction ou bien vous mettez un piège dans l'autre direction et donc le rat ira dans la bonne direction, soit par goût du fromage, soit parce qu'il n'a pas envie de recevoir une décharge électrique. Donc bon, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, mais il se dit, je vais quand même tenter la rhétorique négative. Et il leur décrit l'image du dernier homme. Et le dernier homme, il dit, c'est quelqu'un qui vit comme un légume. Vous vivrez comme des légumes. Si vous n'êtes pas capable de vous dépasser, vous serez le principe d'identité incarné, vous aurez une petite santé tiède, vous vous méfierez des passions parce que les passions c'est le désordre, etc. Et alors, au lieu du résultat qu'il attendait, au lieu que les gens se ressaisissent en se disant non, on va quand même pas devenir ce qu'il appelle le dernier homme, donc on va choisir le chemin de Zarathustra, ils disent donne-nous ce dernier homme, enfin, cessons de nous rendre coupables parce que nous ne sommes pas assez créateurs et pas assez libres, etc. Redonne-nous notre caverne, ce dernier homme, nous l'achetons tout de suite. Et dernier exemple, qui est un exemple qui compte aussi, c'est Sartre. Donc on se rapproche de notre siècle. Dans un roman très connu, qui est son premier grand roman, qui s'appelle La Nausée, je ne vais pas vous parler du héros de La Nausée, il y a un personnage qu'il appelle l'autodidacte. Et ce personnage, l'autodidacte, est un personnage dont l'action trouble le narrateur, donc qui est Roquentin, parce qu'il va travailler à la bibliothèque d'une ville qui s'appelle Bouville, qui est Le Havre, et il ne comprend pas. Donc quand l'autodidacte, qu'il appellera l'autodidacte, est aux toilettes ou est allé manger, il va regarder ses livres, il va regarder ce qu'il lit, ce qu'il y a sur sa table, en se disant, c'est une manière de nouer le contact, en disant, si je connais les intérêts de ce monsieur-là, je serai moins seul et nous pourrons parler. Et il ne comprend pas, il y a des livres de botanique, il y a des livres de métaphysique, il y a des livres de tout, et il ne comprend pas la logique jusqu'à ce que l'autodidacte lui dise qu'il lit toute la bibliothèque par ordre alphabétique. Et pourquoi lit-il la bibliothèque par ordre alphabétique ? Parce qu'il lui dit, mais monsieur, j'ai une vie limitée, si je prends tous les livres du monde, lequel vais-je choisir ? C'est un acte de liberté terrible, moi je ne peux pas le faire et je préfère commencer à la lettre A. Je mourrai peut-être à CC ou à DE, ou j'irai peut-être jusque FX. Évidemment, Roquentin se dit, c'est ridicule, parce que peut-être le seul livre qui l'aurait transformé, le seul livre incontournable pour lui, malheureusement commence par X et il ne le verra jamais, parce qu'il s'est rassuré dans une tâche tout à fait mécanique qui, quelque part, si on y réfléchit bien, n'a pas de sens, mais qui lui donne, lui, une satisfaction et qui lui permet de ne pas exercer sa liberté. Alors face à ça, face à tout ça, on peut dire que le philosophe, mais alors je dirais aussi que le thérapeute, pour les addictions au sens médical du terme, agit comme un humaniste. Donc on n'est pas encore dans le transhumanisme. Il agit comme un humaniste parce que, au fond, c'est l'idée, chacun a droit à l'exercice de sa liberté, et donc quelque part la lutte contre la tyrannie dans les sociétés démocratie libérale, c'est la lutte contre les obstacles externes, je dirais, les tyrans, tous ceux qui veulent imposer leur vue de l'extérieur, et ici il s'agit de lutter contre les blocages internes, contre ce qui empêche cet exercice de la liberté, qui est défini dans les sociétés modernes comme étant l'accomplissement de l'individu. Donc quelque part, ça forme une sorte de tout relativement cohérent dans l'histoire de la philosophie, l'accession à une liberté, responsabilité, dépasser les peurs que cela engendre, parce que s'il y a bien un fantasme, c'est de croire que les gens aiment spontanément la liberté. En fait, les gens n'aiment pas qu'on décide à leur place. Ça, on comprend bien, mais ils n'aiment pas décider eux-mêmes non plus. Donc, quelque part, il faut pouvoir choisir. Et donc, c'est ce travail qui est un travail à la fois philosophique, pédagogique, psychiatrique, je ne sais pas, enfin, qui est un travail qui est au centre de la conception humaniste, je dirais. Arrive à ce moment-là le transhumanisme. Et le transhumanisme, ça consiste à dire, au fond, jusque maintenant, vous avez essayé de résoudre les problèmes des hommes, vous avez tenu compte de la valeur de l'individu, puisque chacun est digne d'accéder à la liberté, c'est bien ça l'humanisme. Hein. Bon, vous prenez l'homme comme centre et pas des autorités extérieures. En même temps, vous ne faites pas assez pour l'homme.
Vous ne faites pas assez pour l'homme parce que, bon, d'une certaine façon, vous acceptez la nature humaine telle qu'elle est, la condition humaine. Et au fond, cette condition humaine, elle est terrible. Elle est terrible parce que on va vieillir, on va mourir, on est fragile, on peut avoir un accident. En plus, on n'est pas toujours en forme, on est parfois honteux de soi-même, on est timide, on n'est pas performant, enfin toutes ces choses-là. Et donc la vie est quelque chose de difficile et d'un point de vue idéal, d'une sorte d'idéal du bonheur d'ailleurs très simplificateur, ça semble quand même très imparfait. Hein. Donc bon, et nous sommes le produit sapiens, le produit de l'évolution. Sapiens, avec le bricolage de l'évolution, il est comme ça. On peut en faire certaines choses. Vous avez fait jusque maintenant, vous avez essayé de travailler avec cet homme-là, cette condition humaine, et d'ailleurs ça vous a permis d'écrire des œuvres d'art et des œuvres de littérature absolument extraordinaires, mais maintenant nous allons vous permettre de dépasser tout ça. Alors évidemment, transhumanisme veut dire on ne prend plus l'humanisme comme une donnée. Ce que disait Jean-Noël tout à l'heure en parlant du rapport entre le thérapeutique et le mélioratif, enfin l'idée de soigner, qui est d'ailleurs une distinction assez floue, hein, quand on transpose des organes ou des choses comme ça, ou qu'on fait des greffes du cœur, ou qu'il y a des machines qui aident à respirer, etc. Donc on est déjà dans une idée d'intervention sur le corps, mais enfin bon, si vous prenez les transhumanismes dont on a parlé tout à l'heure, eux vont extrêmement loin et ils ont par exemple l'ambition de répondre à une des angoisses qui fait que les individus ont tellement peur de penser à eux-mêmes parce qu'ils se disent que c'est tragique, ça finira mal, c'est évidemment la question de la mort. Hein. Et vous avez un des transhumanistes qui s'est fait appeler, c'est pas son vrai nom, Max More, Max Plus, bon. Et qui a quelque part aux États-Unis une sorte d'immeuble dans lequel les gens peuvent se faire cryogéniser. Donc il faut qu'il meure. Alors il faut que la mort soit relativement prévisible, parce qu'il faut agir, dit-il, enfin ce que j'ai lu, il faut agir, mais vraiment très peu après la mort, pour que l'état de décomposition ne soit pas avancé. Et donc ça ne va pas pour les morts par surprise. Donc les accidentés, ça ne va pas. Quelqu'un qui a une maladie dont on peut prévoir bien à l'avance que ça va mener à une issue fatale, alors ça on peut se préparer. Et donc il a tous des corps humains qui sont cryogénisés avec l'espoir qu'à un moment on aura les techniques pour les ressusciter et pour les rendre immortels éventuellement. Alors c'est très cher, parce qu'on paye ça de son vivant, bien entendu. C'est très cher, mais il y en a pour qui on ne garde que la tête. Et donc vous avez toutes des têtes, c'est moins cher parce que ça prend moins de place, etc. Bon. Et non, je n'invente pas, hein, bon. Et mais vous avez cette espèce de fantasme d'immortalité qui consiste à dire qu'au fond, l'humanisme est inaccompli. L'humanisme est inaccompli parce que on a souvent dit que l'homme moderne remplace Dieu. Hein. C'est la conception d'un grand philosophe qui a beaucoup influencé Marx, qui s'appelle Ludwig Feuerbach, et qui a dit qu'au fond, l'homme s'était aliéné, c'est-à-dire il était devenu extérieur à lui-même, il avait donné ses qualités à Dieu. L'homme est libre et il donne la liberté à Dieu, et lui se soumet aux églises, aux ordres extérieurs, et donc, quelque part, il doit rapatrier, en quelque sorte, ses qualités, et on a souvent dit, de façon parfois critique, en disant que c'était une hubris, un excès, une outrance, une démesure. On a souvent dit que l'homme moderne voulait se mettre à la place de Dieu. Oui, mais s'il se mettait à la place de Dieu, s'il se met à la place de Dieu en étant comme il est, vulnérable, potentiellement malade, mortel, pas bien dans sa peau, etc., bon, c'est pas un véritable remplaçant de Dieu. En revanche, si on le corrige grâce au transhumanisme, et si on a cette idée que l'on va permettre à l'homme d'être immortel, de maîtriser son propre destin, et puis d'être heureux et d'être beaucoup plus intelligent, à partir de ce moment-là, petit à petit, on en arrive vraiment à cette espèce d'identification de l'homme avec l'idée qu'on a eue de Dieu. Hein, l'homme se créant lui-même, et pas l'homme dépendant d'un créateur extérieur. Alors évidemment, tout ça pose des problèmes tout à fait immenses, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que
situation de transition aujourd'hui, parce qu'il y a là-dedans des choses qui sont déjà en voie de réalisation, donc c'est quand même très important. Il y a des actions, on peut penser ce qu'on veut de tout ça, qui sont engagées, par exemple, à l'intérieur de Google, qui s'intéresse beaucoup à la question de l'intelligence artificielle. Et, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un élément très important. On pourrait dire, bon, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence extérieure à l'homme, et puis c'est l'intelligence humaine qui crée les robots. Et effectivement, on pourrait dire, par exemple, on l'a dit, que même les robots en matière de guerre, des robots qui remplacent des soldats, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal dans la mesure où, si on dit toujours qu'il faut respecter les règles, c'est-à-dire le droit humanitaire international, c'est-à-dire respecter un minimum d'humanité dans les guerres, les soldats en général ne le respectent pas. Il y a parfois des massacres, comme il y a eu un massacre en 1968 au Vietnam, à My Lai, qui était lié à la situation complètement... Les soldats devenaient fous, ils ont massacré tous les gens d'un village, etc. Un robot, s'il est programmé, en lui disant les règles, c'est le respect du droit humanitaire, il ne le fera pas. Il y a tout un ensemble de choses auxquelles on réfléchit en se disant qu'après tout, le remplacement de l'homme par des machines, à un certain moment, peut mener à des conséquences positives. Maintenant, si c'est un dictateur qui programme le robot, vous voyez tout de suite ce que ça peut signifier. Donc il y a d'abord le remplacement qui pose un gros problème si l'homme est défini par le travail dans la société salariale et que les robots remplacent de plus en plus les individus. On ne peut pas mesurer ça, c'est des paris sur le futur. Mais enfin, ce sont quand même des choses qui sont des perspectives, je dirais, vraisemblables. Eh bien, cette intelligence artificielle peut remplacer dans beaucoup de métiers. Et on parle par exemple des médecins dans des activités qui sont des activités de type technique. Alors si on a des intelligences artificielles totalement interconnectées, une information à un bout de la chaîne est une information qui va être transmise au fin fond de l'Afrique, et en plus ils sont upgradables, ils sont améliorables, on peut les mettre à jour dans l'espace d'un instant. Et donc quelque part il y a aussi le fantasme de dire mais au fond tout ça est beaucoup plus efficace. Prenez la voiture automatique. Tesla. Alors, on peut imaginer la Tesla égoïste et la Tesla altruiste. Bon. Parce que ces voitures doivent être programmées, évidemment, pour ne pas faire d'accident, mais aussi elles doivent être programmées pour pouvoir résoudre des conflits éthiques. Et les conflits éthiques, il faut bien que ce soit programmé, pour le moment, aujourd'hui. Il faut bien que ce soit programmé, et donc il y ait derrière un philosophe qui disent, voilà, dans le cas où qui donne un algorithme qui permette à la voiture de décider, et qui disent que dans tel cas, dans le cas où il y aurait la vie du conducteur qui serait en balance avec la vie de 3 enfants sur le trottoir, qu'est-ce que la voiture doit faire? Ça n'est pas évident, ce sont des choix éthiques. Toutes les dilemmes éthiques dont les philosophes discutent sont des dilemmes qui se reproduisent dans la programmation de la voiture. Alors une fois qu'on a effectivement une bonne éthique, c'est-à-dire qu'on a résolu un certain nombre de problèmes, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, etc. Alors, quelque part, on a en quelque sorte une voiture qui est conduite par Michael Schumacher et Kant, parce que quelque part, le philosophe est le programmeur, et cette fois-là, au moins, le philosophe sert à quelque chose. Parce qu'avec les hommes et leurs passions et leurs émotions, le philosophe peut dire tout ce qu'il veut sur ce qu'il faudrait faire, ils ne le feront pas. La machine le fera. Et deuxièmement, si les règles éthiques sont mises dans la voiture, ce qu'on fait pour le moment, ça ce sont des choses qui existent à l'heure actuelle, mais encore ça suppose une discussion éthique en amont qui fait qu'au fond, avec le remplacement, je ne parle pas pour ma chapelle, moi je suis trop vieux d'ailleurs, hein, mais avec le remplacement des travailleurs manuels et d'autres travailleurs par les machines, les philosophes ont encore de l'avenir. Alors, ceci est vrai, sauf si on pense aux générations ultérieures de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage par la machine. Une machine qui fait des choses pour lesquelles elle n'a pas été programmée. Alors, il y a un exemple qui est un exemple très intéressant concernant le jeu d'échecs. Bon, on sait depuis plusieurs années que les hommes sont battus par les machines, mais il y a eu un combat entre 2 machines dont je ne trouve pas les noms. Et puis, ah oui, je les ai les noms, voilà, effectivement. Il y avait une machine qui s'appelait Stockfish.
Et ça, c'est la machine qu'on avait bourrée de toutes les parties imaginables du monde. Donc on lui avait mis dans la machine tous les coups possibles, etc. Et évidemment, c'est une machine qui, avec tout ce qu'elle a et sa capacité de calcul, sa capacité computationnelle, évidemment, battait les êtres humains. Et on lui a mis en face AlphaZero. Et AlphaZero, c'est une machine à qui on n'a pas appris le jeu d'échecs. C'est une machine qui a été programmée pour apprendre différentes choses et elle a, en quelques heures, elle a appris le jeu d'échecs et elle joue de façon très créative, c'est-à-dire en surprenant l'adversaire, et elle a battu Stockfish. Alors, ce sont des éléments particuliers, mais ça montre que l'intelligence artificielle, effectivement, peut à un certain moment devenir extrêmement performante, et à un certain moment, peut-être, c'est ce que disent un certain nombre, ou ce que craignent un certain nombre de gens, dont Elon Musk, qui est le patron de Tesla, qui, lui, aujourd'hui est plutôt méfiant vis-à-vis de ses fantasmes transhumanistes, bon, que l'intelligence artificielle risquerait de nous dépasser. Et puis, il y a des choses plus radicales, des choses qui consistent à, au fond, essayer de télécharger. Puis si on prend le cerveau comme un circuit de neurones et donc de le télécharger à l'extérieur, et donc d'avoir une intelligence qui pourrait s'incarner dans des corps différents, etc. Bon, tout ça, c'est totalement de la science-fiction. Mais ce qui est intéressant et qui joue déjà aujourd'hui et qui a suscité l'inquiétude dans des grands théoriciens libéraux de l'époque contemporaine, donc qui parlent de l'humanisme et qui est dans le sens de ce que nous venons de dire, c'est Francis Fukuyama. Francis Fukuyama avait écrit un livre après la chute du communisme dans les années 1990 qui s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme. Et il disait que la fin de l'histoire, c'est-à-dire, bien sûr, l'histoire va continuer, mais il n'y a plus de système crédible autre que le système de la démocratie libérale. Alors on va dire aujourd'hui, mais non, c'est pas vrai, il y a le terrorisme, il y a les islamistes, il y a les populistes, etc. Ils ne changent pas nécessairement d'avis au sens où tout ça, c'est plus des visions globales du monde, comme étaient les visions religieuses, ou comme l'a été encore le fascisme, ou comme l'a été le communisme. C'est pas pour leur donner des qualités morales, mais c'était des visions globales du monde, des alternatives globales à la démocratie libérale. Il dit ça, il n'y en a plus, et il a écrit ça donc dans les années 1990. Et puis, au début des années 2000, où la technologie était moins développé, c'est quand même il y a 15 ans, il a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'homme ». Hein? Enfin, le titre « La fin de l'homme » c'est en français. En anglais, c'est « Our Post-Human Future », donc notre futur post-humain. Bon, post-humain, ça veut dire que, bon, c'est plus les humains. Et effectivement, là, il s'intéresse énormément au problème de la pharmacologie. C'est-à-dire qu'au fond, il pose cette question des addictions. Il se peut que, évidemment, si les individus remplissent tous les espoirs des transhumanistes, qui soient jeunes tout le temps, qui soient toujours joyeux, vous imaginez un monde comme ça, qui soient toujours joyeux et qui n'ait plus d'angoisse, il se peut qu'il n'ait plus besoin, qu'il soit plus d'addiction à quelque chose, qu'il n'ait plus besoin de fuir une vie qui serait tellement parfaite. Il se peut aussi qu'il puisse se permettre ce qu'on appelle aujourd'hui des addictions, parce qu'on aura réussi à éliminer tous les effets pervers, tout simplement. Alors tout ça quand même pose des questions, et les deux grands auteurs qui incarnent ce futur, je termine, hein, les deux grands, parce que je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, ça ne sert à rien que je regarde là, parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, donc ça ne sert à rien. Mais je vais... Si c'était un robot... oui, ça serait bien mieux, évidemment. Bon, oui. Mais ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. Ouais. Hein, c'est pour demain. Et donc, les deux perspectives, les deux auteurs, c'est Orwell et Huxley. Donc 1984 d'Orwell et Le meilleur des mondes de Huxley. Et vous savez qu'il y a en exergue donc un petit texte qu'on met au début du livre du meilleur des mondes de Huxley, qui est un livre du début des années 1930, hein, une vingtaine d'années avant Orwell. Il y a une phrase du philosophe russe Nicolas Berdyaev qui parle de l'utopie et qui dit on considère toujours les utopies comme quelque chose d'irréalisable. C'est utopique, il dit. Il dit, vous vous trompez bien, le XXe siècle nous a montré que les utopies sont réalisables et que la meilleure des choses à faire, c'est de lutter pour les empêcher de se réaliser et d'empêcher un monde tellement parfait de remplacer notre monde imparfait, mais tellement humain, tellement charmant, etc., etc. Et Huxley
Bon, vous savez, c'est un univers par opposition à celui d'Orwell, qui est un univers très autoritaire, très intrusif. Au fond, Huxley, c'est les biotechnologies et Orwell, c'est l'information. On manipule tout le temps l'information, on réécrit les journaux pour que le parti ait toujours raison. Eh bien, dans Huxley, il y a ce qu'on appelle le soma. Vous savez que dans Huxley, le sexe est quasi obligatoire. Pas question de se marier, pas question d'enfanter naturellement, tout est fait in vitro. On prépare les individus. Certains, on diminue la croissance des embryons pour une raison précise, c'est qu'ils doivent occuper des tâches qui sont des tâches matérielles répétitives. Il ne faut pas qu'ils soient mécontents, il ne faut pas qu'ils envisagent une autre vie parce que ça va créer un désordre dans la société. Donc on programme tous les individus. Et là, bon, le sexe est totalement libre. Et quand les choses ne vont pas trop bien, alors il y a tous des spectacles de divertissement, les écrans partout. Et quand tout ne va pas très bien, ils prennent du soma. Et le soma est cette pilule qui, effectivement, leur permet de se trouver ailleurs dans un paradis artificiel sans aucun effet pervers négatif. Ça, c'est l'idée de Huxley. Et je voudrais quand même terminer par ceci. Dans le livre « Le meilleur des mondes » de Huxley, il y a ce qu'on appelle le sauvage, dont la mère qui fait partie du monde de Huxley, donc de ce monde tel qu'il le décrit, et elle a commis le péché par excellence, c'est-à-dire qu'elle a fait un enfant par les voies naturelles. Elle a couché avec quelqu'un, elle est tombée enceinte, et elle s'est enfuie dans une réserve de sauvages, parce qu'il y a encore une réserve de sauvages, et elle s'est enfuie dans une réserve de sauvages parce qu'elle est tellement honteuse d'avoir accompli ce type d'acte qui est radicalement interdit dans cette société parfaitement huilée, ordonnée, etc. Bon. Et puis, donc le fils grandit chez les sauvages, et il trouve un vieux livre de toutes les œuvres de Shakespeare, que sa mère avait emporté, qu'elle avait hérité, dont elle ne connaissait plus très bien l'usage non plus. Hein, et il lit, il ne connaît pas la vie, mais il connaît Shakespeare. Et donc, quand la mère revient pour finir dans le monde, le meilleur des mondes, vous avez le sauvage qui a lu Shakespeare, mais alors plus personne n'a envie de lire Shakespeare, puisque Shakespeare a été remplacé par le soma. Alors, on peut imaginer, et je n'ai jamais vu dans la philosophie transhumaniste, mais je la connais moins bien que Jean-Noël, je n'ai jamais vu de conception élaborée et sophistiquée de ce que serait qu'une vie accomplie. Hein? Parce que l'idée, la honte, la tristesse de temps en temps, ça a des vertus positives. C'est-à-dire que si vous laissez ça de côté, bon, quelque part, c'est le pendant de tout ce qu'on peut faire de grand dans l'existence. Ce n'est pas du tout un argument naturaliste qui consiste à dire il ne faut rien faire. C'est un argument qui consiste à dire il y a dans cette perspective une outrance, et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans la logique d'essayer de favoriser la liberté de l'individu, lui donner le courage d'agir dans un monde avec sa condition humaine et ce qu'il est, même en tenant compte des progrès thérapeutiques. Il s'agit véritablement de transformer radicalement la nature humaine. Et c'est vrai quand même que ça pose des questions tout à fait fondamentales, parce que je ne dis pas que c'est présent aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus absent. Je ne dis pas que c'est la réalité d'aujourd'hui, mais ce n'est pas totalement de la science-fiction, et c'est quelque chose à quoi les politiques qui sont prises dans des logiques de court terme, d'élections, etc., pensent peu, et il y a quand même une réflexion sur cette chose-là à élaborer, parce que c'est quelque chose, je ne dis pas du tout que les choses, je ne suis pas pessimiste, mais simplement ce sont les choses qu'il faut prendre en main et à un certain moment savoir et réfléchir vers quoi l'on va avec tous ces fantasmes d'éternelle jeunesse, d'immortalité, de joie permanente, etc. Voilà, je vous remercie.